Premier débat de cette 10e édition, l'approvisionnement en fruits et légumes frais, les grossistes, acteurs de la proximité. Alors pourquoi avons-nous choisi ce thème? Parce que depuis presque un an en France, nous vivons au rythme des États généraux de l'alimentation, le grand chantier agricole du quinquennat voulu par le président de la République. Et ces États généraux ont mis en avant, notamment, la volonté de mettre des produits de proximité dans les écoles, des produits bio, des produits sous signe de qualité. Et la question que l'on se pose, c'est comment on peut y parvenir et quel rôle, quelle mission les grossistes et les marchés de gros peuvent apporter pour répondre à cette demande sociétale. Alors, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Wagon, qui est secrétaire général de la Fédération des marchés de gros de France. Bonjour. Laurent Grandin, qui est administrateur de l'UNCGFL, l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, et vice-président d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes. Bonjour. Bonjour à tous. Et André Belloc, qui est vice-président de Restoco, qui est la fédération de la restauration collective. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Laurent Grandin, vous trois d'ailleurs avez participé aux États généraux de l'alimentation. Laurent Grandin, comment vous avez senti au cours des divers ateliers et des divers travaux la place de grossiste n'était pas vraiment bien perçue au départ par une partie des participants? Oui, alors comme souvent, la vision de l'État se concentre autour de la grande distribution, de la FNSEA et de l'ANIA, et donc les grossistes sont apparus un peu plus tard dans ce débat. Mais en réalité, ils ont pris une part active aux EGA, directement ou indirectement, au travers de leur fédération, notamment de la Confédération générale interprofessionnelle des grossistes. Et on a pu y faire entendre un certain nombre de réalités. Et notamment, la première, c'est qu'en fruits et légumes, entre 80 et 90% de la restauration, qui était le thème central de la question posée, est approvisionnée par les grossistes, généralement distributeurs. Ce qui était une découverte pour un bon nombre de participants aux États généraux, y compris peut-être de l'administration et de l'État. Oui, d'autant qu'il y a souvent une idée de création d'outils alternatifs, alors que ceux qui existent permettent aujourd'hui, et ils le démontrent au travers de chiffres précis, de rendre les services dont ont besoin les restaurateurs en termes d'approvisionnement de produits locaux, en termes d'approvisionnement de produits sous signe de qualité, là où la restauration a les capacités de le payer. Alors les outils existants, Frédéric Wagon, c'est notamment les marchés de gros, les fameux mines, mais il n'y a pas que des mines, des marchés d'intérêt national ou autres marchés de gros, qui existent depuis 5 ou 6 décennies. Et c'est vrai que dans certaines propositions des États généraux, certains disaient « Ah, mais si on faisait des plateformes pour regrouper la marchandise ». Mais ça existe. Oui, pour rebondir sur ce que disait Louis, effectivement, aux États généraux, on a été un peu surpris en fait d'avoir, même si nous étions autour de la table, d'avoir à repréciser le rôle des marchés de gros et le fait que ce sont des acteurs, c'est les premiers acteurs en fait de la distribution de proximité. Nous approvisionnons chaque jour 45 millions de Français. Et nous avons été obligés d'expliquer à la direction, à la DGAL, aux différents acteurs qui étaient présents. Direction de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Notre rôle. Et donc, je pense que ça a été assez entendu, puisque la première restitution, en fait, la première étape en fait, de ces États généraux a eu lieu sur le marché de Rungis. Qui est certes connu, mais je me suis efforcée de présenter les 23 autres marchés qui en fait sont sur tout le territoire de France et un en Belgique également, et rappeler que ce n'était pas la peine de créer des plateformes supplémentaires, parce que dans ces marchés de gros, nous avons les grossistes qui concentrent la diversité de la production française et également des carreaux de producteurs. Donc il y a vraiment une palette de possibilités et qui en tout cas répond aussi à la demande du gouvernement et des États généraux d'avoir une consommation beaucoup plus locale pour la restauration collective.
C'est une spécialité bien française de réinventer ce qui existe déjà. André Belloc, vous confirmez ce que viennent de dire Frédéric Wagon et Laurent Grandin? Vous passez par les marchés de gros, par les grossistes pour approvisionner vos écoles, vos hôpitaux, vos lycées, tout ce qui fait la restauration collective en France? Effectivement, une des surprises des EGA, c'est que certains interlocuteurs ou décideurs n'étaient pas au courant qu'on travaillait à 85% avec les grossistes, distributeurs et les mines, et que quasiment 100% de la restauration collective est une activité économique qui est livrée, et que donc on est sur des circuits qui existent et qui sont déjà performants. Alors le projet de loi qui est en cours de discussion, ils viennent de terminer l'étape des commissions et il passera à l'Assemblée nationale fin mai. Contre l'avis du gouvernement, les députés pour l'instant disposent qu'ils veulent porter avant 1er janvier 2022 50% de produits bio sous signe de qualité ou de proximité dans la restauration collective. Laurent Grandin, comment réagissez-vous à cela? Est-ce que vous allez faire en sorte que ce seuil, la profession ne voulait pas de seuil non plus, que ce seuil saute lors de la fin des débats ou sinon, comment faire? Alors d'abord, peut-être nous nous attachons sur les territoires, avec la restauration collective notamment, mais aussi le détail, à organiser avec les régions des projets alimentaires territoriaux, parce que on peut tous discuter de la possibilité ou de la volonté de le faire. Encore faut-il mettre des moyens en œuvre et avoir des idées claires sur le sujet. Et nous, grossistes, nous prétendons être des acteurs majeurs de ce développement et être à côté des démarches régionales pour relocaliser les productions. Parce que quelque part, seule cette possibilité passant par des contrats clairs entre les producteurs et les grossistes, via la restauration, dans un schéma de cercle vertueux, peut répondre aux engagements qui sont pris. Maintenant, spécifiquement, et bon, c'est un peu à la fin de la foire qu'on comptera les animaux ou les bouses, suivant la version, mais quelque part, on en a eu beaucoup. Nous, on est opposés, on n'est pas chargé de définir les politiques publiques. Donc on est opposés et Interfel, et d'une manière générale, on n'oppose pas les agricultures. Donc on est opposé à rien. Si on dit demain c'est 50% de produits bio, il faudra se mettre au travail, mais on est capable de le réaliser. Si on dit c'est 50% de produits, comme on parle aujourd'hui sur les analyses de cycle de vie, un jour sur les hautes valeurs environnementales, dont on ne sait pas trop la définition exacte suivant les niveaux de certification ou pas, nous on est opposé à rien. On considère que tous ces signes de qualité sont de vrais améliorateurs nutritionnels et sont tout à fait positifs. La seule vraie question, ce sera comment on le met en œuvre, et nous on a des réponses, pas seuls bien sûr, mais avec la filière. Et deux, c'est est-ce que la restauration aura les moyens économiques, parce qu'elle est sur une restauration sociale qui est contrainte aujourd'hui budgétairement, d'aller acheter ces produits. Parce que sinon, on se retrouvera dans la situation qu'on a bien connue, qui était celle de M. Fillon en 2008, de dire en 2012 on sera à 20% de produits bio dans la restauration d'État, et on est à 3% aujourd'hui. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si tout ceci n'est pas financé, ce sera un leurre de plus dans le paysage du développement des produits de qualité. Alors André Belloc, on vous tend la perche là. Vous êtes l'acheteur, c'est vous qui allez devoir mettre en œuvre cette politique d'achat public. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que les moyens existent? Est-ce que ça coûte plus cher de faire du bio, de la proximité ou du signe de qualité? Et si oui, combien et comment faire? Alors, nous étions pour des engagements, c'est évident. Il faut qu'on soit en progrès constant pour répondre aux exigences qui sont normales et naturelles du consommateur, qui veut manger frais, qui veut manger local, qui veut manger de la bonne restauration traditionnelle. Par contre, là où on est un peu plus dépité, je dis franchement le mot, c'est quand on nous donne des objectifs comme ça et qu'on nous répond au travers de la HDGL qu'il n'y aura aucun moyen financier supplémentaire alloué par l'État au travers de ces diverses institutions publiques de restauration collective pour financer ces engagements. On sait que le bio, c'est 42 à 45% de plus en moyenne, toutes denrées confondues. Pour une portion de repas. Pardon? Pour une portion de repas. Oui. Plus, voilà. Et donc là, c'est débrouillez-vous. Aujourd'hui, le coût de repas en restauration collective, on va dire, on va faire une moyenne aux alentours d'1,80 € à 2,40 € suivant le type d'établissement. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour
répondre à ces objectifs de 50% de produits, automatiquement, ça nous va mettre du 25 à 28 à 30 centimes de plus dans l'assiette. Donc cet argent-là, il va bien falloir le trouver. D'accord. On ne va pas le trouver en réduisant les coûts denrées ou en améliorant les techniques de cuisson, comme certains le disent. On en trouvera un peu, mais l'autre partie, effectivement, va être plus difficile à obtenir. Oui, j'allais y venir sur ce que vous venez de dire, parce qu'on entend effectivement que certaines villes, je crois que Grenoble serait déjà à 100% bio, et qu'ils y arrivent parce qu'ils réduisent les portions, ils réduisent le gaspillage, ils cuisinent mieux, donc c'est meilleur, donc on jette moins. Ça paraît un peu simpliste. Pas tout à fait. Tout simplement parce qu'effectivement, si on travaille sur du produit frais, en le cuisant al dente, j'allais dire correctement, par rapport à d'autres types de denrées préparées, je pense à la conserve ou en surgelé, la déperdition de poids à la cuisson est beaucoup plus faible. Donc effectivement, sur le même tonnage brut rentré en cuisine centrale, la quantité que vous redistribuez est supérieure. Donc du coup, on peut économiser un peu sur cette partie poids approvisionné. Après, la technique de cuisson va également l'améliorer. On peut aussi jouer sur les grammages, parce qu'à l'heure actuelle, on est au-dessus des grammages nutritionnels normaux pour toutes nos tranches d'âge de population. Mais ça, c'est un dépôt un peu français, on mange trop. On ne va pas se mettre au régime. Je vais revenir vers vous, Frédéric, mais sur la part des produits frais, on reviendra dans les détails sur l'étude qu'on doit présenter tout à l'heure. Mais les fruits et légumes frais, par exemple, au kilo, ça coûte plus cher que du surgelé ou de la conserve. Tout dépend de ce que l'on définit comme fruits et légumes frais. Hein. Il y a une gamme de prix qui est assez importante, et puis il y a des variations saisonnières qui ne sont pas la même chose que dans les produits transformés. Mais effectivement, les produits frais, je le rappelle, sont les seuls soumis à une traçabilité sur l'origine, et donc par définition, les produits notamment français locaux coûtent généralement plus cher que les produits de l'industrie de transformation agroalimentaire, mais pour des raisons d'évidence. Je dois dire d'ailleurs que sur les questions de financement, je ne le dis pas spécialement parce qu'on est au Mottefeld, mais quand même, la région Occitanie vient de lancer un projet de réflexion sur les questions alimentaires, et il y a eu une décision de la présidente de région de financer je crois que c'est 15 à 20 centimes de plus par repas pour aller vers plus de local et plus de signes de qualité. Hein. Donc il y a des gens quand même qui prennent leurs responsabilités. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu venir ce matin, elle aurait entendu dire du bien d'elle. Frédéric Wagan, je voudrais revenir, on a évoqué aussi la notion de proximité qui est très importante pour les députés et pour les participants aux EGA, sauf qu'il y a un problème, Laurent l'a évoqué, de définition de la proximité. Comment les marchés de gros peuvent faire comprendre qu'ils sont eux-mêmes ces acteurs de proximité ? Nous allons nous efforcer en fait à illustrer qu'est-ce que c'est cette proximité. En fait, ce que j'ai expliqué lors des États généraux, c'est que nous, en fait, on préserve la richesse de l'agriculture française. C'est-à-dire que sur nos marchés, vous trouvez toute cette diversité d'espèces, de gammes, que vous n'avez pas, puisque nous avons des milliers de clients, ce que vous n'avez pas dans d'autres circuits de distribution. Et je pense que si on veut justement, et les Français sont attachés à leur terroir, à l'histoire de leur région, si on veut privilégier en fait tous ces produits locaux, il faut que toutes les gammes puissent être proposées aux consommateurs. Et le consommateur est de plus en plus demandeur de pouvoir faire le choix, d'avoir davantage de traçabilité sur le produit, mais aussi de transparence sur l'origine du produit. Donc nous allons nous adosser à travailler sur ces différentes notions dans nos marchés. Il faut rappeler que les marchés de gros, c'est tous les produits frais. Les fruits et légumes, mais aussi la viande, la volaille, le poisson et même les fleurs, mais oui. Ça se mange moins. C'est en fait une spécificité française, ces marchés de gros. Vous n'avez pas d'équivalent aussi, en tout cas, fourni avec toutes les filières. Dans d'autres pays, nous le voyons bien parce que nous participons à l'Union mondiale des marchés de gros et nous sommes leaders dans ce domaine. Donc il faut comprendre que si on veut justement préserver cette richesse agricole, il faut qu'on puisse la distribuer. Et il faut avoir des plateformes qui savent structurer cette offre et qui savent la commercialiser. C'est le cas chez nous.
André Belloc, la définition de la proximité telle qu'elle est en train de se préparer dans la loi et dans les décrets et arrêtés qui vont suivre, effectivement, comme disait Laurent Grandin, on va partir sur le cycle de vie, sur le coût carbone, etc. Ça va être un véritable casse-tête dans le cahier des charges. Comment vous allez faire pour calculer le poids carbone de votre kilo de carottes ou de votre steak? Étant gestionnaire de métier, je vais dire que ça me rend perpendiculaire. Effectivement, on se demande par quel bout on va le prendre. On a travaillé avec l'ADEME dans le cas de certains projets, effectivement, pour pouvoir avoir des approvisionnements raisonnables, raisonnés et bas carbone, mais ça reste complexe à mettre en œuvre. Nos principaux atouts, en fait, ce sont les partenaires avec lesquels on travaille, parce que c'est vrai que la France a le système de distribution alimentaire le plus performant du monde, avec une variété de produits qui est superbe. La difficulté pour nous, justement, compte tenu des problèmes de moyens, va être effectivement de pouvoir slalomer, si je puis dire, dans les obligations qui sont faites maintenant entre les produits bio, entre l'agriculture, donc de label, les SICO, les AOC, les AOP, les IGP, le bleu blanc cœur, et en fait les circuits de proximité qui sont bien différents de la notion de circuit court, parce que des fois, dans le consommateur, il y a confusion entre ces deux notions. Et parfois chez le législateur aussi. Oui. Oui, bon. Laurent Grandin, ce sera à vos entreprises à répondre à ces cahiers des charges. Donc là aussi, ça va être complexe s'il faut donner la définition, le poids carbone d'un kilo de carottes ou d'un steak. Alors effectivement, on a une assez grande expérience quand même dans ce domaine, puisqu'on a fait des analyses de cycle de vie il y a longtemps avec le CTIFL en particulier et avec l'ADEME. Donc on a un certain nombre d'éléments de mesure. En réalité, ce que cache cette question, c'est l'impossibilité dans le cadre du Code des marchés publics d'appeler un chat et d'appeler la proximité ce qui est de la proximité. Et d'ailleurs, nous plaidons avec la restauration collective et notamment Restauco pour une exception culturelle dans les marchés publics pour que, au niveau des collectivités territoriales, il y ait la possibilité de s'approvisionner pour tous les Européens à 50% au moins sur sa proximité, ce qui réglerait la question des contournements, des danses du ventre qu'on fait au travers d'analyses dont on n'est pas certain d'ailleurs que l'aboutissement ne conduise pas à aller chercher plutôt des produits dans le sud espagnol qu'en proximité de chez soi. Donc bien sûr, on est complètement dans ce domaine sur une réflexion croisée avec Restauco. Et la vraie bonne définition, c'est d'aller plaider au niveau européen la demande de l'exception culturelle agricole sur ces problèmes-là. Par ailleurs, je voudrais rajouter quand même que la force des grossistes et la réalité de la restauration, ce n'est pas uniquement des produits locaux. Nous qui sommes en Île-de-France, en zone nord de Loire, ça aura échappé à personne, on ne va pas manger non plus des légumes racines toute l'année et un peu de pommes et un peu de poire. Donc, il y a des recommandations nutritionnelles aussi. Les agrumes, c'est important. A priori, il y en a un peu en Corse, mais ils viennent d'ailleurs. Il y a des produits tropicaux aussi. Il y a la banane, l'ananas, il y a la mangue, il y a l'avocat. Est-ce qu'on va éliminer tous ces produits au profit du local? Je ne le pense pas. Ce serait contradictoire avec les recommandations nutritionnelles. Et donc la capacité, le savoir-faire des grossistes et en matière d'impact carbone, c'est pour ça qu'il est extrêmement bas, c'est qu'ils regroupent l'ensemble de ces productions, des besoins de la restauration et qu'ils le livrent en une seule fois. Est-ce que la Fédération des marchés, qui regroupe quand même, il y a des élus, il y a des députés parfois qui siègent, qui sont présidents de marchés, comment vous pouvez essayer de faire passer ces messages aux élus et aux autorités? Nous nous sommes aperçus qu'en fait, pour beaucoup d'élus, c'était encore le fonctionnement en fait d'un marché de gros était quelque chose d'encore assez peu connu. Donc, notre prochaine convention nationale va se faire au Sénat pour justement mobiliser beaucoup d'élus sur cette question et les sensibiliser. Nous allons également, et c'est ce que le ministère aussi s'est engagé, faire les 2 comités de suivi des états généraux dans des marchés de gros. Nous allons rencontrer les régions, puisque effectivement dans le cadre des plans alimentaires territoriaux, effectivement nous avons tout notre rôle à jouer. Donc déjà certains marchés y sont invités, mais il y a également d'autres plans territoriaux qu'il faut que nous investissions.
Voilà, ça va être une année active auprès des élus. Les marchés de gros prennent toute leur place. Laurent, je vais vous demander maintenant de nous présenter les résultats d'une récente étude qui vient tout juste de sortir sur la consommation des fruits et légumes frais en restauration collective, et vous avez une bonne nouvelle. Absolument, je ne sais pas si on aura quelques chiffres à diffuser ou quelques tableaux à envoyer. La réalité de cette étude est menée avec France Agrimaire et le CTIFL depuis l'an 2000. Et en restauration collective, on constate un développement croissant de la consommation des fruits frais depuis 2000. La dernière étude est sur 2011-2016 et elle constate deux éléments, à mon avis, importants à mes yeux. La première, c'est que les fruits continuent à progresser, mais que pour la première fois, les légumes frais progressent. C'est-à-dire qu'il y a un retour de consommation en restauration collective sur un marché qui est lui-même en croissance. Donc c'est quelque chose autour de 15% d'augmentation entre 2011 et 2016, donc quelque chose d'assez significatif. Sur les légumes. Sur les fruits et légumes, frais. En valeur. En valeur. Un peu moins en volume, il y a le panier des deux, mais cette réalité est quand même assez conséquente. D'ailleurs, quand on le compare à la grande consommation, on s'aperçoit que cette filière qui est habituée à travailler ensemble et à partager les choses est plus productive en termes de résultats que la grande consommation. Alors il y a d'autres facteurs qui jouent, mais je veux dire que c'est quand même important. Pourquoi ? Parce que cette restauration collective, elle s'occupe des populations à tous les âges, mais elle forge les habitudes de consommation dans l'enfance. Et donc fondamentalement, on sait qu'une génération qui a consommé des fruits et légumes jeunes va en consommer toute sa vie. Et à contrario, une génération, on a quelques générations perdues au milieu de ça qui ont été sous-consommateurs de ces produits. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième nouvelle très, très significative, malgré un volume relativement faible de produits bio, la restauration collective, en particulier en gestion directe, a spectaculairement progressé. Elle a doublé pratiquement ses volumes en consommation, en achat de produits bio, de fruits et légumes bio entre 2011 et 2016. Voilà les deux grands éléments de tendance sur cette période-là. À quoi vous expliquez cette évolution positive ? Je pense que d'une manière générale, quand on regarde l'ensemble des études, la tendance est au frais, la tendance est au cru, la tendance est la transparence, on le voit. Thierry Marx dit « voir la main qui vous nourrit ». Donc les gens, il y a l'incarnation. La relocalisation des productions joue un rôle aussi, puisqu'elle se fait d'abord par les produits frais. Il n'y a pas toujours les outils de transformation. Cet ensemble-là, je pense, concourt à une meilleure consommation qui est plébiscitée par les parents d'élèves, mais par les élèves eux-mêmes, qui retrouvent un goût aux produits différent que certains produits plus aseptisés. Alors je précise au public que vous pouvez intervenir, vous faites coucou à la régie et on viendra vous voir si vous pouvez poser une question ou donner une remarque. André Belloc, vous confirmez ce que vient de dire Laurent Grandin, vous sentez cette progression des fruits et légumes frais dans vos restaurants ? Ah oui, depuis une dizaine d'années, c'est très net, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, le consommateur le souhaite et il est ouvert. La deuxième, c'est qu'il y a des campagnes nationales, en particulier 5 fruits et légumes par jour, qui rentrent dans l'esprit des gens. La troisième, c'est que les grossistes, distributeurs, transformateurs se sont équipés pour nous apporter des produits frais, lavés, équeutés, épluchés, désinfectés, prêts à l'emploi, dans des laps de temps ultra courts, qui nous permet d'avoir une fraîcheur maximale et de conserver le temps de travail du cuisinier sur de la cuisine et des tâches nobles plutôt que d'éplucher. J'ai rien contre l'épluchage, il faut le faire. Mais ça nous permet effectivement de répondre beaucoup mieux en termes de qualité. Oui, on retiendra que l'épluchage n'est pas une tâche noble. C'est vrai qu'à l'armée, c'était une corvée. Alors, pour un cuisinier, oui, il préfère faire ses sauces. Ouais. Est-ce qu'on sait si cette progression des fruits et légumes frais, on la retrouve chez les autres produits frais ? Chez la viande, chez le poisson, est-ce qu'on a une idée ? Oui, alors c'est vrai que sur la viande, que je connais bien, c'est une industrie, enfin une matière première qui a déjà été très élaborée depuis très longtemps. Donc on est habitué à avoir des produits PAD, pack, prêt à cuire, portionné, calibré comme on le veut. D'accord ? En ce qui concerne les fruits et légumes, effectivement, le point important, c'est les différences de grammage que l'on doit avoir, en particulier sur le fruit par rapport aux populations. Et le réseau des grossistes distributeurs, justement, nous amène ces produits calibrés. Donc, une des solutions, c'est que les grossistes et les marchés s'organisent pour apporter des produits prêts à l'emploi dans les cuisines de restauration collective.
Il y a deux phénomènes. Bien entendu, on fonctionne la main dans la main avec les marchés de gros. D'ailleurs, on y est très souvent présent, et ce n'est pas un hasard. Mais il y a deux facteurs en ce moment qui concourent au développement de cette consommation. Il y a ces produits, effectivement, et notamment aux fruits prêts à l'emploi, ce qu'on appelle la fraîche découpe, qui est un phénomène nouveau, qui est à peine une transformation. Il y a un deuxième facteur, et on le voit de plus en plus, beaucoup de cuisines centrales remettent des légumeries chez eux, ou chez elles plus exactement, et bien sûr, elles ne font pas forcément tous les produits, mais de plus en plus, il y a un retour d'une légumerie à une échelle humaine, disons, à l'échelle d'une cuisine centrale. Et ça, c'est de la livraison de produits bruts qui est transformée sur place et qui, disons, répond à cette attente de demande de produits frais. Frédéric Wagon, oui, après. Oui, il faut de toute façon qu'on s'adapte un peu régionalement aux possibilités, aux possibilités des marchés et aux demandes aussi de la restauration collective. C'est un travail assez fin à faire dans chaque marché pour pouvoir répondre justement à la demande régionale. En fait, la demande va être de plus en plus précise, spécifique, et il va falloir que toute la chaîne puisse y répondre, André. Oui, mais déjà, une bonne partie des acteurs de la distribution alimentaire y répondent. Je pense qu'il faut poursuivre dans cet axe-là et développer dans certaines régions. On a la chance en Occitanie d'avoir une variété de produits sur place extraordinaires et des circuits de distribution qui sont très pertinents. Ce n'est pas le cas de toutes les régions. Donc effectivement, il faut que l'ensemble de la restauration collective, où qu'elle soit sur le territoire national, puisse être bien approvisionnée, que le législateur évolue dans ses exigences. Il y a quelques années, il ne voulait pas de légumerie dans les cuisines centrales de restauration collective. C'est ridicule. Aujourd'hui, on les installe et on est pertinent et performant à cause de ça. Bien, je rappelle que donc il y a possibilité d'intervenir, de poser une question, d'apporter un commentaire, une réaction. Sinon, André, vous avez un petit coup de gueule à pousser aussi, parce que on l'a évoqué, l'éducation est importante. André, Laurent supportera le coup de gueule, mais finalement. Tout ça, c'est bien, mais ce serait bien de pouvoir en parler dans les écoles. Or, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas parler des fruits et légumes frais aux élèves. Effectivement, Reiser disait on vit une époque formidable. J'aurais tendance à dire c'est parfois surnaturel. Comment un législateur peut nous soutenir pour que nous soyons au patrimoine mondial de l'humanité. Comment on nous demande d'éduquer les enfants à l'école sur l'éducation au goût et l'ensemble des fruits et légumes et des viandes qui existent sur ce marché. Comment on peut nous mettre des objectifs ambitieux mais qui valent la peine dans le cadre des EGA et en même temps nous saborder un fruit à la récré sous prétexte que c'est pas pour l'éducation nationale, l'introduction du commercial dans l'éducation des enfants. C'est pas un problème de commercial, c'est un problème de nutrition, d'équilibre alimentaire et de culture culinaire. On a la meilleure restauration du monde, mettons en place tout ce qu'il faut pour la faire perdurer et connaître. Donc, concrètement, Laurent Grandin, Interfel a demandé la possibilité de faire entrer son réseau de diététiciens dans les écoles pour parler fruits et légumes frais aux élèves, et la réponse a été non. Oui, nous étions confrontés de plus en plus à des refus de présence dans les écoles, région par région, et donc nous avons décidé de porter la question devant le tribunal administratif pour la faire trancher. Nous espérions que le bon sens allait l'emporter, et ce que dit le tribunal administratif en définitive sur la position de l'éducation nationale, il faut être très précis, c'est que l'intérêt général est insuffisamment motivé pour permettre à Interfel d'être présent dans les écoles. Or, on fait plus de 60 000 contacts par an sur les élèves, l'Association des maires de France est vent debout, on est les seuls à porter la bonne parole dans le dispositif, et plus grave que ça, on vient de s'inscrire dans les états généraux. Le fruits et légumes à l'école, le nouveau programme européen, c'est 18 millions d'euros qui ne sont pratiquement pas consommés par la France. On avait enfin établi une base pour pouvoir les consommer. Mais dans le cadre de ces programmes, il y a une action pédagogique obligatoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 18 millions qui pourraient servir à financer une partie des surcoûts dont on est en train de parler et qui sont à 100% financés par l'Europe, nous sont refusés par le dispositif de l'éducation nationale, ce qui est une aberration totale. Donc c'est 18 millions pour la France par an. Absolument. Donc depuis 10 ans à peu près. Alors c'est un programme qui a évolué.
On était autour de 13-15 millions, mais qui a été toujours sous-utilisé. On a travaillé une modélisation avec France Agrimaire pour le mettre d'aplomb. On est en passe aujourd'hui de réussir ce décollage et on nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, vous ne pouvez pas venir dans les écoles faire les formations pédagogiques qui sont obligatoires dans le cadre de ce programme. Donc on s'assoit en gros sur une centaine de millions d'euros depuis 10 ans. C'est bien, je rappelle que c'est la France qui est à l'origine du programme Un fruit à la récré. Et c'est M. Barnier qui l'a inventé. Et Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais ajouter parce qu'on en a discuté là dernièrement au congrès du WOOM à Barcelone. Et la Fédération mondiale des marchés de gros. Voilà, l'Union mondiale des marchés de gros. Et je me suis aperçu que ces programmes qui existent également dans d'autres pays européens sont entièrement consommés dans les autres pays européens. Donc c'est quand même pas normal qu'on n'arrive pas à mettre ça en place au niveau français. Frédéric a raison de souligner que nous sommes les derniers quasiment de la classe. Les Italiens, les Polonais, les Allemands, tout le monde consomme ces programmes qui sont parmi les programmes, je crois que c'est 150 millions d'euros qui sont dévolus par l'Europe sur ce programme, qui est un des rares programmes financés à 100%, y compris les actions pédagogiques quand elles sont faites par des tiers. Et au final, aujourd'hui, on nous interdit l'accès des écoles pour pouvoir exercer notre métier. On vit une époque formidable, comme vous avez dit, André. Bien, je ne sais pas si il n'y a pas de réaction. Louis Orenga, directeur d'Interfel, ne veut pas ajouter quelque chose? Amenez la caméra au monsieur qui est assis là. Lui il vient d'écouter ses administrateurs. Alors, bonjour Louis. Bonjour. On ne parle pas après ses administrateurs. Non, simplement, on ne peut que effectivement regretter que d'un côté, on demande aux interprofessions de soutenir des démarches publiques, de soutenir les démarches qui sont mises en place par des maires, par des élus. Et en fait, l'intention est partagée par tout le monde, mais on se heurte systématiquement à des prises de position ou à des réglementations qu'on ne veut pas faire évoluer. Donc d'un côté, on nous dit vous devez faire plus. Parfois même, on nous reproche de ne pas faire plus. Et quand on veut mettre en œuvre opérationnellement, en accord avec même les orientations politiques, même venant du sommet de l'État, on s'aperçoit que sur le terrain, en fait, on ne peut pas le faire. Donc simplement, ce qu'on a souhaité, c'est être transparent avec tout le monde, puisqu'on est dans la transparence. Soyons transparents. Disons clairement que nous sommes prêts à accompagner les démarches publiques quand on sait aujourd'hui que seuls 6% des enfants atteignent les niveaux de consommation de fruits et légumes recommandés. On avait la folie de penser qu'une interprétation qui est dans les textes d'intérêt général quand même, alors le tribunal a dit c'est pas l'intérêt général strict, c'est une notion tout à fait nouvelle, voilà, donc qui veut, l'accuse d'avoir la rage, voilà. Donc globalement, nous on était prêts à renforcer dans le cadre des états généraux de l'alimentation, puisque ça nous avait été demandé, à renforcer les actions en restauration collective, à renforcer l'information des jeunes sur les fruits et légumes, y compris sur les signes de qualité, sur les systèmes de production, sans parler évidemment de l'équilibre nutritionnel. Eh bien voilà, c'est 60 000 enfants par an qui ne bénéficieront plus, à compter d'aujourd'hui, ne bénéficieront plus de toutes les actions de l'interprétation. Le tribunal en a voulu comme ça, l'éducation nationale l'a voulu comme ça, et tant que ça ne changera pas, nous respectons par définition la loi, et donc nous arrêtons toutes nos actions dans les écoles publiques. Merci Louis. Laurent Grandeil, il y a une action possible, vous allez lancer des recours. Et pendant la réponse, je voudrais bien qu'on remette le dernier dessin de BIS qui résume bien la situation. On pourra d'ailleurs le prêter ou le louer à Interfel pour en faire sa promotion. Laurent. Je ne savais pas que tu étais devenu marchand de dessin. Non, clairement, nous, on relève le fait, et puis vous nous y aidez au travers de ces prises de parole et dans la presse, puisqu'on a été les uns et les autres très soutenus dans ces opérations, et je remercie l'ensemble des journalistes qui ont participé à servir de porte-voix dans ce domaine. Bien sûr, on a porté cette question au plus haut sommet de l'État, et on attend des réponses concrètes qui finalement les concernent, parce qu'encore une fois, le développement des SICO que vous avez signalé tout à l'heure, dont le bio, dans la volonté de développement de leur consommation en restauration, clairement, il passe aussi par des moyens de financement qui apparemment sont difficiles à trouver.
Or, il y a 18 millions sur la table pour permettre cela. Et je ne vois pas comment l'État, le gouvernement, le président en tant que tel, ne prendrait pas une initiative pour nous sortir de cette ornière. Eh bien, espérons, Frédéric, oui. Je voulais rajouter que cette année, nous sommes attendus, alors pas le 1er mai pour la remise traditionnelle du muguet au président de la République, mais le 27 avril vendredi au soir à l'Élysée. Et justement, ça sera l'occasion pour les grossistes et pour les marchés de réaffirmer notre volonté de justement pouvoir redynamiser cette opération. Décidément, Emmanuel Macron change tout, y compris la date du 1er mai. Je vois qu'il y a une question. Oui, est-ce que dans le comportement de l'éducation nationale, parce que j'ai cru comprendre que la pression est quand même montée au fil des mois ou sinon même des années, c'est-à-dire que progressivement un certain nombre de rectorats effectivement avaient commencé à bloquer l'accès des diététiciens et diététiciennes d'Interfel donc dans les écoles. Est-ce qu'on a pu saisir quelles étaient les motivations profondes de l'éducation nationale? Bon, parce que peut-être que comprendre ces motivations peut être également un moyen je dirais, d'accéder peut-être à une forme de rassurance, de réponse à un problème. Mais quel est le problème, fondamentalement? Or, Louis, qui est occupé, répondrait mieux que moi à la question, mais en deux mots, il semble qu'il y ait une crainte de la part de l'éducation nationale de voir d'autres interprofessions qui étaient quelque part moins motivées peut-être à intervenir sur des questions de santé publique que les fruits et légumes, pouvoir s'engouffrer derrière dans la brèche. Et je pense que la problématique vient de là, en partie. Localement, il y a pu y avoir des décisions uniquement fondées sur le fait qu'ils ne voulaient voir personne, nous confondant sans doute avec des parts chocolatées, mais je crois qu'il y a eu la crainte qu'il y ait eu une ouverture. Ceci étant, ça n'a pas empêché l'éducation nationale, elle s'est été relevée dans certains de vos journaux, d'emmener des enfants chez Apple pour des sorties éducatives, ce qui nous semble pour le moins beaucoup moins fondé que de les emmener chez des arboriculteurs ou des maraîchers. Ils ont traduit Apple par pomme et ils ont cru que c'était pareil. Eh bien, merci. Voilà, le premier débat est terminé. Rendez-vous à 13h30, je dis bien 13h30 sur ce plateau pour un débat, non pas sur les 10 ans de Medfel, mais sur les 20 ans de l'OCM Fruits et Légumes, avec un duplex depuis le Parlement européen à Bruxelles. Merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure à 13h30.